Bonjour à tous. Donc, dans le cadre de la SFCR, la société a souhaité que sa réunion de morbidité et mortalité soit validante pour tous les orthorisqueurs. Je vous rappelle en passant que d'être certifié est une obligation depuis janvier 2023, décret d'application janvier 2024, avec effet rétroactif au 23, et qu'en 2029, tout le monde devrait être certifié. Et que cette certification repose sur 5 piliers avec des actions à faire tous les ans. Donc si vous êtes orthorisqueur, eh bien, quand vous êtes accrédité orthorisque, vous aurez votre certification automatique. Et c'est le Conseil de l'Ordre qui vous mettra le tampon après validation par le CNP, puisque pour les orthopédistes, le CNP d'orthopédie a chargé orthorisque de pouvoir faire toute cette certification. Et donc, dans le cadre de cette certification, eh bien, il y a des actions à faire, dont en particulier participer au moins une fois dans l'année à une réunion morbidité-mortalité. Donc, pour pouvoir valider cela, eh bien, dans un certain nombre de sociétés savantes, la SFA, la Sofcote, eh bien, on peut valider cette session en y assistant dans le cadre des sociétés savantes. C'est pour ça qu'on vous a demandé de mettre votre nom, prénom, matricule à l'entrée, puisque ensuite, eh bien, vos coordonnées seront mises directement sur le site Orthorisque. Et quand vous voudrez valider, ça sera fait automatiquement. Il n'y aura juste qu'une croix à faire et tout sera validé d'emblée. Donc, j'encourage en particulier les jeunes à s'engager, parce que ce qui est important, c'est de s'engager dans cette démarche de certification, puisque la sanction qui est sortie dans un décret qui a 15 jours, c'est que lorsque vous ne serez pas certifié, donc lorsque votre CNP aura dit au Conseil de l'Ordre que vous n'êtes pas certifié, eh bien, c'est stop de l'arrêt, puisque vous n'aurez pas l'accord du Conseil de l'Ordre pour exercer en France. Donc, ça veut dire que la sanction est quand même un peu sévère. Donc, c'est quand même pas très compliqué. Donc, je pense que je vous y engage fortement. Et donc, ces sessions suivent un modèle. Mais moi, pour avoir participé souvent à ce genre de sessions, je sais qu'à la SFCR, c'est toujours très bien fait. Et donc, la session est enregistrée et sera ensuite en ligne sur le site Orthoris pour ceux qui n'auraient pas pu y participer aujourd'hui. Voilà. Bonjour. Merci. Donc, on va laisser la parole au premier orateur de cette discussion de dossier, donc le docteur Hugo Marty de Paris. Donc, je suis Hugo Marty, je suis chef de clinique en orthopédie à la Pitié. Et je vais commencer avec le dossier de Monsieur B, qui est un dossier de discussion de complications de chirurgie de la déformation. Donc, on a un patient de 70 ans qui est autonome, qui est assez actif, qui a dans ses antécédents une ligamentose de genou à droite en 78, une hypertrophie de prostate et une prothèse d'épaule droite en 2005, pas d'antécédent majeur donc, et qui a des lombalgies chroniques qui évoluent à la fois avec un fond douloureux et des lumbagos à répétition qui sont traités médicalement jusqu'en 2021 avec ces radiographies standards où on a de l'arthrose, pas de déformation coronale, pas de scoliose dégénérative, quelques rétrolisthésis, cette IRM sans discopathie inflammatoire, des disques un peu pincés, mais rien de plus. Et finalement, il rencontre un chirurgien qui lui propose ce traitement chirurgical-là, avec mise en place de 3 prothèses discales en L3, L4, L4, L5, L5, S1. Donc ça, c'est la radio qu'on a eu à disposition quand on l'a rencontré. Donc il y a une prothèse qui est extruse en L5S1. Alors on ne sait pas à quel moment elle est sortie ou si elle a été mise comme ça. Et des prothèses qui ne sont pas tout à fait en position adaptée, notamment en L3, L4. Voilà, donc nous on rencontre le patient comme ça. Donc un bref rappel là, sur les indications validées par la HAS pour l'utilisation des prothèses discales. Donc, c'est validé uniquement pour un seul niveau, pour la lombalgie discogénique, pas pour plusieurs niveaux. Et là, on n'était pas dans les clous non plus, puisque le patient avait plus de 60 ans et c'était plus d'un niveau. Donc, il est vu en consultation à la Pitié en septembre 2022. Il n'a pas été amélioré de ses lombalgies par la chirurgie.
Il a un déséquilibre sagittal antérieur, il marche avec 2 cannes, il n'a pas de radiculalgie, il vient avec les os suivants où on a une incidence à 68 pour une lordose lombaire d'une vingtaine de degrés, un segment L4 sacrum à 0 degré et une SVA à 186 mm. Et on voit sur la reconstruction 3D du scanner une prothèse L5S1 extruse qui est quand même bien en contact de la veine iliaque du côté droit notamment. Donc le traitement chirurgical qui est proposé dans un premier temps, c'est de faire une ablation de la prothèse totale de disque L5S1 avec le chirurgien vasculaire. L'abord gauche n'est pas possible en rétropéritonéal étant donné qu'il a déjà eu un abord. Donc c'est une voie transpéritonéale qui est réalisée avec ablation de la cage et mise en place d'un greffon iliaque impacté non instrumenté du fait du défect osseux. Le patient fait une complication précoce avec une occlusion, un syndrome occlusif à J6 sur une bride qui est prise en charge par l'équipe de chirurgie digestive sans complication pour cette chirurgie-là. Ça rentre dans l'ordre rapidement et il peut avoir son temps postérieur d'arthrodèse L5S1 à J10 post-opératoire. Il est revu au mois de janvier 2023 avec une amélioration partielle des lombalgies, la persistance quand même d'un déséquilibre sagittal important et les paramètres suivants, donc une incidence toujours à 67 avec une lordose qui est encore inadaptée avec un défaut d'environ 40 degrés et un segment L4 sacrum à 4 degrés de lordose. Donc nous, on propose un geste de correction-fusion L2 bassin avec une ostéotomie transpédiculaire en L4. Donc la chirurgie suivante est réalisée avec une radio post-op qui est celle-ci, avec une restauration qui paraît plutôt convenable de la lordose, avec un segment L3S1 à 55 degrés et L1S1 à 59 degrés. Le patient chute dans le service au bout de 3 jours et il présente une fracture de la dernière vertèbre instrumentée avec un syndrome adjacent. Et donc, on vous pose la question, qu'est-ce que vous auriez fait différemment en partant de la situation de départ, qui est celle de gauche, avec les 3 prothèses de disque, et la chirurgie qui a été réalisée pour notamment éviter la complication mécanique de syndrome adjacent. Si. Ouais, on a l'impression qu'il y a un petit enfoncement du plateau, je suis d'accord. Alors, prenez un micro lorsque vous devez poser une question. Tu vois si elle était là avant, au tout début. Plateau inférieur de L2, on a l'impression qu'il y a une fracture qui est apparue entre l'ablation de la prothèse et l'arthrodèse postérieure. Ça vous aurait fait considérer un niveau d'arrêt proximal différent ? Probablement. Et du coup, Après, c'est de la chirurgie de recours, hein, mais on a l'impression quand même qu'il a une grosse incidence pelvienne, il compense beaucoup en thoracique, il a un aplatissement de la syphose thoracique. Après, voilà, lui faire un T2 sacrum. Encore une fois, on est dans la chirurgie de recours. Il a quel âge, ton patient, déjà ? 70 ans. 70. Et vous faites le bilan d'ostéoporose ou pas de manière régulière ? Alors, chez un homme en plus ? Oui, il est fait oui, tout le temps. assez systématiquement. Alors, je ne l'ai pas retrouvé dans ce dossier-là, malheureusement. Mais normalement, il est fait assez systématiquement dans le service. Une densitométrie. Chez les dames, c'est presque systématique. Chez les hommes, pas toujours. Il y a un moyen qui va arriver sur le marché qui sera sympathique, c'est qu'avec les nouvelles générations d'EOS, on va avoir l'EOS et en même temps le BMD avec la même acquisition. Donc ça permettra d'avoir la réponse sans avoir besoin de la chercher. Aussi, il y a le Lunsfield qu'on peut mesurer avec tous les... La corrélation avec l'ostéo n'est pas très bonne d'après la littérature, mais c'est vrai. Donc déjà, là, le choix du patient n'était pas très bon, quoi.
comme tu l'as souligné, à 70 ans, ce n'est pas la bonne idée. Et deuxièmement, la réalisation n'était pas optimale, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu as la radio pré-op ou tu l'as pas? La pré-op de... Non, tu l'as directement avec les prothèses. Tu l'as pas. On n'a pas d'EOS du malade sans les prothèses. On n'a que la radio de Rachis Lombert, qui n'est pas une radio pré-op de 2021. C'est quelque chose d'encore plus ancien. Celle que je vous ai mise, la première, qui est celle-ci en fait. Mais elle est assez vieille. L'IRM, c'est une IRM qui est juste avant la mise en place des prothèses. Mais il n'y a pas eu d'EOS de fait avant, ou du moins on ne l'a pas de disponible avant qu'il ait les prothèses de disque. À cet âge, l'arthrose facétaire empêche de réduire la lordose comme on veut en passant que par devant. Et qui ferait quoi maintenant? T'as dit ce bassin? Tu peux remettre son EOS? Et il est souple ou pas? J'ai pas l'information. Parce que là, il se tient à la barre, non? On dirait qu'il se tient à la barre de l'EOS parce que... On ne voit pas les mains et on ne voit pas la barre. Donc a priori, on lui a mis les mains en l'air et il tient la barre. Bien regarder aussi comment ils font les EOS parce que ça peut nous perturber pour l'analyse de leur alignement. Et il n'a pas de coxarthrose, le petit bonhomme, là? Je vois pas bien. Non. Pas majeur. Il a un flessum de hanche quand même, parce qu'il a les fémurs qui sont bien obliques. Alors est-ce que c'est par compensation, par flexion des genoux pour essayer de se réaligner? Donc la correction, elle doit être nettement supérieure à ce qu'on peut mesurer là-dessus. Parce qu'un EOS fait dans de mauvaises conditions, ça donne de faux paramètres. Et en plus, il a les genoux fléchis. Ça fait tout ça à rattraper en plus. Bon, vous avez... D'emblée, qui aurait mis 3 prothèses dans la salle? Répondez pas tous en même temps. Allez, on continue. Ok. Donc ensuite, on a fait l'analyse avec la grille alarme pour la validation orthorisque. Donc la complication mécanique ici, le syndrome adjacent osseux avec une fracture de la dernière vertèbre instrumentée. Donc les facteurs de risque potentiels identifiés, c'était principalement des facteurs de risque liés au patient, donc son âge, une éventuelle ostéoporose, et puis bien sûr la chirurgie, donc un traitement, la chirurgie. Est-ce qu'on avait une correction adaptée à l'âge et aux paramètres sagittaux du patient? Donc l'ostéoporose, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour prévenir la fracture de la vertèbre instrumentée ou des vertèbres adjacentes? Donc on aurait pu proposer une cimentation des niveaux supérieurs, donc de l'UIV et l'UIV plus 1. Normalement, c'est quelque chose qu'on fait maintenant dans le service de façon assez régulière. On demande au radiologue interventionnel à environ 1 mois post-opératoire de faire une cimentoplastie de ces 2 vertèbres pour essayer de prévenir le risque de PJK osseux. Et est-ce que l'alignement sagittal obtenu était adapté à l'âge du patient et à son incidence? Bon, après, c'est sous réserve de radio post-op immédiate couchée qui ne sont pas forcément les bons clichés, mais il y avait une corrélation qui semblait à peu près être correcte avec un PI moins LL à 8 degrés pour une théorique selon la phage à environ 10,5 degrés pour un âge de 70 ans. C'est à prendre avec des pincettes, ça, je pense, comme info. Mais... Et donc le traitement final qui a été proposé pour ce PJK, c'était une extension en T11 avec un lien sous la mer et des vis cimentées, avec les radios suivantes qui sont celles de 2024, et M. Mousselard l'a revu là en 2025. Il est stable, ça ne s'aggrave pas plus, et il est plutôt content du résultat final. Voilà. Si vous avez des commentaires ou des remarques. On a le temps pour une question, effectivement. Super, merci. Moi, je suis MPR et c'était plus pour savoir au niveau de ces lombalgies, ces lumbago à répétition,
il en était où par rapport à tout ça? J'imagine que le traitement de fond a permis de régler le problème là, mais au niveau de sa problématique principale, on en est où, si tu as des idées? C'est-à-dire comment il va maintenant? Ouais. Bon, il est amélioré. Après, c'est sûr qu'on est dans une chirurgie de sauvetage où il a eu 3 prothèses de disque qui, à mon sens, n'étaient pas indiquées. Donc on a essayé de rattraper le coup comme on a pu. Donc le traitement de la lombalgie, je ne sais pas si c'est vraiment la question ici, mais il va mieux que ce qu'il était au moment où nous on l'a récupéré avec ces 3 prothèses de disque, dont une extruse, quoi. C'est la dernière question. Hein. Allô? Ouais. En fait, il y a beaucoup à dire sur l'indication initiale, bien évidemment. Donc, je pense que ce qui s'est passé initialement, c'est ça ce qu'il fallait être discuté. Parce que je ne vois pas... Enfin, ça me semble complètement aberrant de voir ça en France. C'était en France, hein? C'est ça. Je crois. J'ai pas le nom du chirurgien. Enfin, c'est pas la peine ça a de été le fait, savoir. C'est pas forcément l'intérêt. C'est pas un jugement. Hein. Je sais pas ce qu'il pense, Je pense que ça a été fait en France, oui. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on voit ça en France, c'est terrible. Donc la deuxième chose, ça concerne juste la cimentoplastie, juste un petit détail. Je pense un mois, c'est trop tard. Ce qu'on fait, nous, on fait 4 niveaux, donc les 2 instrumentés en proximal et les 2 de dessus. On le fait pendant l'hospitalisation, c'est-à-dire dans 4-5 jours après, parce que souvent le PGK, c'est dans les 6 premières semaines. Si vous attendez un mois, il y aura 70% des PGK qui seront déjà arrivés. Donc faites attention à ça, il faut le faire plus précocement. On est assez d'accord avec ça et M. Mousselard a envie qu'on change là-dessus. Et le problème, c'est que les radiologues sont un peu frileux de le faire juste au moment où on n'a pas encore la cicatrisation acquise. Mais on peut le faire en paire opératoire directement. Hein, notre plateau technique est moins bon que le leur, c'est pour ça qu'on ne le fait pas nous. Mais oui, c'est possible. Merci Hugo. Je vous en prie. Donc on va passer au dossier suivant, un dossier de pédiatrie par Nicolas Ménard à Lille. Bonjour à tous. C'est pas tout à fait un dossier de pédiatrie, c'est un dossier de transition, justement. Donc, bonjour à tous, je suis chef de clinique en orthopédie pédiatrique et je vais vous présenter un cas clinique qui malheureusement est assez classique et qui pourrait aussi soulever parmi les nombreuses questions cette question de la transition pédiatrie adulte. En chirurgie de la déformation, on opère beaucoup de vieux adolescents et c'est souvent les chirurgiens adultes qui opèrent nos complications, pour en discuter après. Donc c'est un patient de 16 ans qui vient pour une première consultation dans le cadre d'une scoliose. Il a aucune plainte fonctionnelle, il est non algique, mais il présente parmi ses nombreux antécédents un autisme très sévère, il est peu communicant, il est scolarisé en IME, il a besoin d'aide à la toilette et à l'habillage. Il a une épilepsie avec des crises convulsives, notamment il réagit très mal à la douleur, et il a un acné sévère, il est en surpoids. Vous voyez, il présente une scoliose double, Lenki 3, relativement importante, avec des courbures supérieures à 50 degrés, avec un équilibre frontal qui est relativement satisfaisant. Au niveau de son équilibre sagittal, alors, son équilibre global est satisfaisant, puisqu'il a une SVA qui est à 1 ou 2 cm. Il a une lordose qui est relativement adaptée à son incidence pelvienne, que je vous ai remis là. On voit par contre qu'il est hypersyphotique avec une syphose segmentaire sur 3 niveaux qui est relativement importante. Je ne sais pas si vous voyez, de 43 degrés sur 3 niveaux. Donc je dirais qu'il a un équilibre sagittal global plutôt préservé, mais avec notamment au niveau de sa version pelvienne, on a l'impression qu'il compense justement de cette hypersyphose par une rétroversion du bassin. Clairement, on voit tout de suite que c'est un patient à risque de terrain jonctionnel. Je vous ai mis les bendings, courbures qui ne sont pas du tout réductibles. Alors j'ai fait ça de manière un peu interactive. Donc première question, qui a envie d'opérer ce patient?
J'oriente un petit peu le débat. Donc, il présente effectivement une scoliose double majeure avec un équilibre sagittal qui paraît précaire. Il a une rotation vertébrale relativement importante et un risque de progression assez majeur de sa kyphose thoracique. Par contre, il présente un autisme sévère. On sait que c'est des patients qui ont des troubles de la proprioception et notamment neuromusculaires. Il a un risque infectieux particulièrement important. Il a une acné sévère. Aucune plainte douloureuse et un risque important de kyphose jonctionnelle proximale par la suite. Qui l'opère parmi vous? Alors, levez la main, qui l'opère. Il n'a aucune plainte. Hein. Et il va se compliquer, c'est sûr. Il fait des épilepsies tous les jours. Il est obèse avec de l'acné. Non, il est en léger surpoids. Léger surpoids. Bon, pour les limites supérieures et inférieures... Attendez, il est long. Par exemple, Thierry et Federico, pourquoi vous l'opérez? Ça va pas aller bien, quoi. Donc, et maintenant, c'était dans une fenêtre de tir où il y a pas trop. Enfin, évidemment, il y a des risques, mais il n'y a pas trop de risques. Et si tu le revois dans 10 ans, il va être à 70 degrés, raide, et là, tu vas rentrer dans un cataclysme de complications. Donc, je pense que là, ça me paraît raisonnable de l'opérer. Par contre, en termes de correction, il faut simplement le réaligner et faire quelque chose. Enfin, il ne faut pas essayer de faire quelque chose de très smart en disant on va faire très court et tout. Là, il faut lui faire un T4, L4 et en changeant pas trop son équilibre sagittal. Tu peux nous montrer T4 sur le profil avec la souris si ça marche? C'est-à-dire en zoomant, vous voulez ou... Non, je ne sais pas si le pointeur il bouge. T4. Ouais, T4. Ouais. Sur le profil, sur le profil. Sur le profil. Ok. Au-dessus de la syphose. Un truc robuste. Donc, bon, j'avance, j'ai Ouais, pas mal de questions. Effectivement, bon, pour les limites, on est tous d'accord. L4, la courbure lombaire, elle est assez large. Et alors, au niveau des limites supérieures, ça pourrait faire un peu de débat parce qu'en fait, sur l'équilibre frontal, enfin sur le plan frontal, sa courbure s'arrête relativement tôt, avec des vertèbres qui sont très rapidement horizontales. Par contre, se pose la question sur le profil de monter relativement assez haut pour essayer d'englober au maximum la syphose. Donc on l'a opéré. Sur la face, on était particulièrement content de nous. En plus, alors nous, comment on fait? On met une première vis au niveau lombaire, ensuite on fait une radio pour voir si on est au bon niveau. Et en fait, après cette première vis, la courbure lombaire se réduisait vraiment bien, juste avec la libération postérieure. Donc on s'est arrêté sur L3 et vous voyez qu'on a réduit complètement les courbures. Donc on était très satisfait de nous au niveau frontal. Dans le plan sagittal, on n'a pas fait grand-chose. On a préservé la lordose. Il y a toujours la même syphose. On n'a pas trop réduit la syphose, même si on l'a rendue un petit peu plus harmonieuse. Il a un équilibre sagittal qui est, pour ainsi dire, globalement identique. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des critiques sur ce montage? À partie supérieure, on a fait une pince pédiculo-transverse du côté gauche et une pince sus-lamaire et avec une vis pédiculaire au côté droit. On peut être critiqué, je devance juste la critique sur ce petit artifice c'est un de nos chirurgiens qui fait ça pour aller chercher les crochets à la partie supérieure du montage. Il met un petit peu de lordose dans la tige. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est un facteur de risque de syphose jonctionnelle, mais allez-y. Alors, globalement, la première critique, c'est le choix de l'arrêt de la vertèbre distale, c'est-à-dire qu'il y a un adding-on qui est... La courbure, elle n'a pas été prise, et du coup, dès le début, là, on voit le déséquilibre coronal post-opératoire. C'est une radio post-op immédiate. Et il y a déjà le déséquilibre. On sait qu'à 6 semaines, l'adding-on sera encore plus visible. Le deuxième... Après, c'est toujours facile de critiquer. La deuxième critique, c'est qu'on a l'impression que la tige de correction sur la charnière thoracolombaire, la lordose, elle remonte beaucoup trop, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de syphose thoracolombaire. Et du coup, il y a déjà un PGK sur la radio post-op immédiate. Donc, il y a 2 complications sur cette radio, un PGK et un adding-on. Donc l'idée, ça aurait été de prendre T1, C7, beaucoup plus haut? Non, l'objectif, ce qu'il faut, c'est s'arrêter en L4 et pas en L3. Ah, sur le L4. Ah, ok. Ouais, et après, il faut faire la courbure thoracolombaire. Je rejoins Thierry, c'est-à-dire qu'elle est trop corrigée, cette scoliose, et la charnière thoracolombaire est pas bonne. C'est-à-dire qu'il y a le PI minus LL, mais il faut voir la distribution qui est pas bonne. Tout à fait. Le PI minus LL, c'est définitivement supprimé. Du coup, il faut le virer des présentations, d'ailleurs.
à enlever de vos calculs. C'est démontré, la SRS partout maintenant. Bon, je suis désolé de vous dire que c'est moi qui avais fait le papier pour démontrer que ça servait à rien, mais maintenant c'est démontré. Il faut supprimer cette formule de toutes les présentations. Tu peux remontrer la phase pré-op juste... Ok, merci. Je poursuis. Ouais. Donc malheureusement, à 3 mois, les complications arrivent. Elles étaient effectivement, comme vous l'avez bien dit, attendues. Il présente une syphose jonctionnelle proximale déjà relativement importante. C'est un patient qui a toujours aucune plainte fonctionnelle, aucune douleur. Il a strictement aucune demande. Il a un état cutané qui est très précaire. À cette radio de 3 mois, est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'auraient repris d'emblée? T'as un scan? Non, malheureusement, je n'ai pas de scanner. Il n'y a pas de compression, il n'y a pas de risque il neuro, il n'y a pas d'instabilité. Un examen clinique strictement normal, il n'a aucune demande, il arrive en consultation, il est comme ça, il parle. Il n'y a pas de souffrance cutanée avec la tige proximale? Non, mais effectivement, ça peut arriver. Elle n'est pas loin de la peau quand même. Elle n'est pas loin de la peau. Il peut mettre son manteau dessus. Je peux? Les lames sont cassées, là, c'est évident. Nicolas, concernant l'acné, il est traité ou Oui, il est traité, mais en fait, c'est un acné très sévère. Donc, effectivement, quand on l'a opéré, il avait quasiment eu un peu moins d'un an de traitement. Allez, mais continue. il a une dermatite séborique, etc. Donc, à 17 ans, on voit la radio. À 17 ans et 9 mois, poursuite de la syphose jonctionnelle proximale. Et ensuite, 18 ans, au revoir. On le transmet à nos collègues adultes avec une situation relativement catastrophique. Il n'y a pas encore de... Enfin, il n'y a pas encore. Le matériel ne perce pas la peau. Il n'y a pas de souffrance cutanée, mais un état cutané précaire. Et donc, il arrive à cette consultation à Henri-Arthur Leroy, qui est au CHU de Lille. C'est les neurochirurgiens qui s'en occupent. Un petit mot, les causes du PGK, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Lié au patient, bien entendu, il a un autisme sévère. On sait que c'est des patients qui ont des problèmes, comme on l'a dit tout à l'heure, de troubles neurosensoriels et qui peuvent effectivement entraîner des troubles de l'équilibre sagittal. Quelqu'un a d'autres avis sur on en a parlé, l'équilibre sagittal, effectivement, qui n'était pas parfait en post-opératoire. Tu as 2 points, comme on l'a dit, c'est la distribution de l'ordose. Si elle est trop haute et que tu rétropulses ton patient, c'est un facteur de risque. Et c'est vrai que les tiges là-haut, elles sont peut-être probablement même pas suffisamment cintrées, quoi. Je voulais juste pour un peu polémiquer sur la longueur de fusion et surtout pour discuter avec Thierry. Dans des cas pareils où le patient est extrêmement mobile, il bouge dans tous les sens, il est incontrôlable, est-ce qu'il n'est pas mieux de laisser un bon segment lombaire mobile? Donc faire une fusion sélective de la thoracique, juste pour donner une autre son de cloche. Là, il avait quand même sans forcément le corriger aussi bien, aussi trop. Mais le souci, là, c'était surtout sa lombaire qui était déjà à plus de 40 degrés. Donc c'est elle qui a un gros risque évolutif à l'âge adulte et un gros risque de le déséquilibrer en coronal. Si on regarde la radio pré-op, le sommet est bien plus proche de la ligne sacrée moyenne que le sommet de la thoracique. C'est une thoracique prédominante, c'est pas une lombaire prédominante. Oui, bien sûr, mais la courbure lombaire est importante. Voilà, regardez, la vertèbre, la ligne sacrée moyenne, ça touche la vertèbre sommet. Donc, il est à 3 fois loin, 3-4 fois plus loin. Donc si, selon les critères pris actuellement, c'est chez un ado qui n'est pas malade, enfin qui n'a pas un problème neurologique, j'aurais pas hésité une seconde à faire une sélective ici. Donc, alors là, est-ce qu'on ne peut pas appliquer la sélective chez ce patient? Mais chez un ado classique, j'aurais fait une sélective ici. Exactement. C'est ce que je disais. Tout à fait. Mais je me disais, est-ce qu'on ne pourrait pas ici, à cause de la mobilité qu'il a, c'est pas un cerebral palsy, celui qui reste allongé dans le lit. Mais l'autisme n'est pas une maladie neuromusculaire, c'est une maladie du comportement. Ça n'a strictement rien à voir avec une maladie neuromusculaire. Il faut en sortir ça de votre esprit. L'autisme n'est pas une maladie neuromusculaire.
Et de proprioception De sévère. proprioception, ouais. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas un IMC, mais quand même, ils ont des problèmes proprioceptifs et donc l'équilibre neuromusculaire chez eux, il est précaire. Allez, vas-y, Nicolas, continue, il reste 3 minutes. Donc la situation continue à malheureusement dégringoler et arrive ce qui devait arriver. Il est repris. Alors, il devait être. Les chirurgiens adultes discutaient de le reprendre, justement. Il les avait fait voir par les plasticiens pour discuter d'un lambeau de couverture en parallèle de la chirurgie, mais il revient aux urgences avec une effraction du matériel proximal. Il est aux urgences repris, pédiatriques aux urgences adultes. Hein, aux urgences adultes, on s'en occupe plus du tout de ce patient. Justement, on pourra en discuter. Il est repris en urgence, des prélèvements sont faits, il est positif à Staphylococcus aureus multisensible. Après ces 3 mois d'antibiothérapie, il est mis sous antibiothérapie suppressive. Du coup, je me suis posé la question de savoir, est-ce que, parce qu'il a quand même fait un syndrome jonctionnel particulièrement grave et important, on est presque à 100 degrés en peu de temps. Alors effectivement, la chirurgie n'était pas parfaite, mais est-ce que c'est pas un patient qui était infecté de manière chronique, notamment en rapport avec son acné, et que c'est l'infection qui a détruit le corps vertébral et qui ensuite a causé ce PJK? On peut se poser la question. À l'heure actuelle, voilà, 19 ans et 9 mois. Voilà la situation. Il n'a toujours aucune demande, il se plaint de rien, il n'a aucune symptomatologie neurologique, il est plutôt stable. On a quasiment 2 ans de recul, le syndrome jonctionnel n'évolue plus du tout, au degré près. Il est sous antibiothérapie suppressive. Pour orienter quelques débats, j'ai proposé des options. Dans un premier temps, ne rien faire, traitement suppressif, on le laisse sous traitement suppressif, il a 19 ans et 9 mois. Avec une surveillance. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Parce que cliniquement, il va bien, il n'a pas de demande, il a une déformation qui est stable sur 2 années. Je n'ai pas de scanner, mais on pourrait imaginer, si on a un scanner, qu'il n'y a pas de pseudarthrose. En tout cas, il faudrait faire un scanner pour prendre cette décision. Et il a un état cutané précaire. Dans l'option 1 bis, je dirais qu'on peut aussi retirer le matériel inférieur, au risque de le déséquilibrer complètement. Ensuite, les options chirurgicales, en un temps ou en 2 temps, peu importe. On retire tout et puis ensuite on le réinstrumente. C'est une chirurgie qui va être très lourde. On peut en discuter justement. Ceux qui décideraient de le reprendre de manière chirurgicale, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire une chirurgie à minima au risque de absolument rien changer, ou est-ce qu'il faut faire des grosses ostéotomies transpédiculaires postérieures et un montage particulièrement haut pour essayer de le rééquilibrer? Il n'y a pas d'IRM pour voir éventuellement la moelle en Non. haut, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Il a un examen clinique parfait, neurologique sans aucun souci. Tu n'as pas les images de l'IRM ou vous l'avez jamais fait? Je pense qu'elle n'a pas été faite. D'accord. Okay. Je crois que ça démontre une chose que j'avais à cœur du temps où je travaillais, c'est que le profil psychologique est plus fort que le profil anatomique. Quand ce genre de personne, vous la mettez droite, elle n'est pas bien dans sa tête parce que l'autiste, il veut se renfermer sur lui-même et il fera toujours de la syphose. Donc, on lui a enlevé sa syphose avec laquelle il vivait bien, et puis il se dit, moi, je veux pas être fier comme ça, je veux me recroqueviller, et ça marche pas. Hein. Moi, j'avais un type comme ça, et je montrais toujours comment il était. Et droit, il était malheureux parce que c'était un introverti. Et je le revois 20 ans après, droit comme un nid, et il me dit, je vous remercie, grâce à vous, maintenant, je suis curé, je prêche dans les églises, je n'ai plus peur parce que je suis droit. Donc le profil psychologique, ça marche dans les 2 sens. Soit on l'impose et ça marche, soit on l'impose et ça ne marche pas, ou avec le temps et l'adaptation. Mais un autiste, il sera autiste toute sa vie. Donc, Une dernière question, Thierry? Par le traitement anti-épileptique, on arrive à leur faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on les remet en halo pendant 1 ou 2 mois et ça se déplie et après tu le fixes en place. Et c'est quand même, je pense, moins dangereux que d'aller faire des ostéotomies dans cette région-là. Et donc après le halo? Après le halo, il faut le fixer. Ouais. Avec un montage très haut? Ah oui, faut remonter et il faut arriver, tu t'arrêtes sur la vertèbre horizontale, quoi. Et ça, il faudra sûrement que tu ailles dans le rachis cervical inférieur. Mais je pense que c'est moins dangereux que d'aller... et en plus, avec juste une ostéotomie, je ne pense pas que tu puisses résoudre le problème avec juste une ostéotomie. Bon. Merci. Juste toute petite diapo de conclusion.
Nous, à Lille, à partir de 17 ans et 12 mois, excusez-moi, on ne peut plus du tout opérer les patients. Je sais qu'il y a des centres, notamment parisiens, où il y a des chirurgiens adultes qui viennent opérer en pédiatrie. Je pense que ça peut être une solution pour justement éviter cette espèce de moment où nos patients disparaissent et puis c'est les chirurgiens adultes qui gèrent nos complications en étant d'accord ou non avec la chirurgie qu'on a fait juste avant. Merci Nicolas. Nous, juste, on organise une consultation de transition où les chirurgiens adultes viennent consulter. Et comme ça, sur les malades un peu avec des profils psychologiques particuliers, le chirurgien pédiatre fait la première consultation avec le chirurgien adulte. Et ça permet après de faire le suivi en adulte en se donnant la main, comme sur ta belle diapo de fin. Merci beaucoup. On va passer à la suite. Le docteur Brieux-Vignon de Paris/Rennes. Bonjour à tous, je suis Brieux-Vignon, je suis interne d'orthopédie actuellement en interchu à l'HEGP et je vais vous présenter mon travail qui concerne les syphoses jonctionnelles distales dans les suites de chirurgie de syphose de l'adolescent et du jeune adulte. Alors je vais commencer par deux cas cliniques assez similaires. Donc monsieur L, 22 ans, qui est atteint d'un syndrome d'Ehlers-Danlos en échec du traitement conservateur avec cette déformation à type de syphose lombaire, avec une syphose lombaire de 30 degrés, un déséquilibre antérieur de plus de 6 cm, et une déformation qui est évolutive depuis 2014, avec un équilibre frontal qui reste satisfaisant. Voici les clichés couchés, avec une déformation qui reste bien souple, qui passe de 30 degrés à 9 degrés. Donc après discussion en réunion de service, on a décidé de lui proposer une arthrodèse postérieure de T4 à L4 pour corriger son dos plat et lui laisser 2 disques mobiles en distal. Donc voici les clichés post-opératoires immédiats, avec une bonne restauration de l'équilibre sagittal et un équilibre frontal qui reste conservé. Malheureusement, au contrôle à J3, lors des radiographies en charge, ils mettent en évidence un DJK avec un arrachement des vis pédiculaires en L4. Donc on en a rediscuté en réunion de service et on a décidé, du fait de sa pathologie du tissu conjonctif et des tissus fragiles, de lui proposer d'emblée un montage robuste avec une extension jusqu'au bassin et une greffe intersomatique antérieure de L1 à S1 avec 3 olifs et 2 alifs. Et les clichés de contrôle à 3 ans sont satisfaisants avec un résultat radiographique et clinique satisfaisant. Et monsieur J, 15 ans, qui lui a une syphose lombaire de Schauermann avec une syphose lombaire à 19 degrés, un déséquilibre antérieur de 9 cm, en échec également de la prise en charge conservative. Bon, là, je n'ai pas de radio antérieure. Et lui, il a été pris en charge dans un premier temps dans un autre centre, où ils lui ont proposé une arthrodèse de T9 à L4. Je n'avais pas de cliché de face avec les tiges. Ça, c'est les clichés post-opératoires immédiats. Et là également, lors du contrôle AJ4, lors des radiographies en charge, ces dernières mettent en évidence un DJK avec une fracture du pédicule droit de L4 et un arrachement de l'extrémité distale du montage. Donc on a rediscuté avec le centre et en réunion de service, et à ce patient, on lui a proposé une extension en L5 avec des crochets sous la mer en L5 et une greffe intersomatique de L2 à L5. Et là, on est à 6 mois et le résultat est stable cliniquement et radiologiquement. Donc rapidement, j'ai refait une revue de littérature au sujet de l'apparition de ces DJK dans les suites des chirurgies de syphose. Donc la première question, c'est quel est le choix de la vertèbre, la dernière vertèbre, du niveau de la dernière vertèbre instrumentée. Donc là, cette étude de 2019 étudie l'apparition des DJK selon le niveau de cette dernière vertèbre instrumentée, qui peut s'arrêter ici soit sous le dernier disque lordotique, soit sous le disque neutre ou au-dessus du disque neutre. Et la présence de DJK est significativement moins importante dans le groupe qui s'arrête sous le premier disque lordotique. Après, de nombreuses études se sont intéressées à la différence entre s'arrêter sous le premier disque lordotique ou sur la vertèbre dite sagittalement stable, qui correspond à la dernière vertèbre qui est coupée par la verticale qui passe par l'angle postéro-supérieur du sacrum, donc ici L1.
Les résultats sont hétérogènes selon les études, mais la majorité d'entre elles semblent être en faveur d'un arrêt sur cette vertèbre sagittalement stable, comme ici ces 2 études où il y avait significativement moins de DJK malgré un faible nombre de patients dans les groupes. Ou bien cette étude qui montre que s'arrêter sur cette vertèbre sagittalement stable est un facteur protecteur dans l'apparition des DJK. D'autres études vont en ce sens. Comme je vous disais précédemment, les résultats sont hétérogènes. Dans cette étude, qui est une cohorte de 36 patients où ils se sont tous arrêtés au-dessus de cette vertèbre sagittalement stable, sur un suivi de 2 ans, aucun DJK n'est apparu. Ou bien cette étude rétrospective où la différence entre les 2 groupes étudiés, l'incidence des DJK n'était pas significativement différente. Mais globalement, les études semblent aller vers le choix de la vertèbre sagittalement stable dans l'extrémité distale des montages dans les corrections de syphose. Et également dans une région lordotique. La grande majorité de ces études concernent essentiellement des syphoses thoraciques. D'autres questions ont été étudiées, comme le pourcentage de correction dans l'influence de l'apparition des DJK, ou bien le positionnement antéro-postérieur de la LIV, avec la LIV Plumline représentée ici. Donc, concernant la correction de déformation, les résultats sont hétérogènes quant à l'apparition des DJK. Si la correction est importante, donc en général le cut-off est de 50%. Dans cette étude où le groupe de cas ne comporte que 6 patients versus 34 patients de groupe contrôle, tous les montages se sont arrêtés sur la vertèbre sagittalement stable. Les facteurs ressortant comme significativement différents entre les 2 groupes sont un âge jeune, une correction trop importante de la syphose thoracique et une LIV Plumline plus importante en pré- et en post-opératoire. Dans cette seconde étude, la correction de plus de 50% de la déformation n'influence pas l'apparition du DJK, contrairement au PJK où le constat a déjà été effectué dans d'autres travaux. Concernant la LIV Plumline, ces 2 travaux montrent que dans les groupes DJK, le positionnement postérieur de la LIV en pré- et en post-opératoire est significativement plus important. Donc la LIV Plumline serait un marqueur prédictif intéressant dans l'apparition des DJK, donc en pré- et en post-opératoire. La preuve que la correction d'un maximum 50% de la déformation pourrait limiter le risque de DJK reste encore à établir, bien que celle-ci semble être déjà plus établie dans les PJK. La question aussi au sujet du type d'approche, donc combiné antéro-postérieur versus postérieur isolé. J'ai trouvé que 2 études rétrospectives qui l'ont étudié, qui ne mettent pas en évidence de différences significatives sur l'apparition des DJK. En aparté, plusieurs études rétrospectives et méta-analyses ont été menées au sujet des résultats radiographiques et du taux de complication, avec des résultats qui sont hétérogènes. La première et la deuxième montrent une meilleure correction avec un temps postérieur seul qui se maintient dans le temps, avec des complications moins importantes, donc toujours sur des déformations en syphose thoracique. Cette troisième étude rétrospective ne met pas en évidence de différences significatives tant au niveau de la correction de la déformation que des complications, tout comme cette récente méta-analyse qui ne met pas en évidence de différence au niveau de la correction, mais uniquement que si le temps postérieur seul est associé à des gestes d'ostéotomie. Par contre, le taux de complication est significativement plus important dans une approche combinée. Donc l'approche postérieure seule, il n'y a pas de différence au niveau de l'apparition des DJK versus une approche combinée. L'efficacité donc, dans les syphoses thoraciques semble équivalente. La correction semble se maintenir dans le temps et il semble y avoir moins de complications. Mais rapidement, sur le syndrome d'Ehlers-Danlos, parce qu'un des cas cliniques en était atteint, il y a très peu d'études qui permettent de guider vers les prises en charge spécifiques dans les corrections de déformation des patients atteints du syndrome d'Ehlers-Danlos. Par contre, certaines études nous mettent en garde sur le taux de saignement, l'atteinte des gros vaisseaux et un taux de pseudarthrodèse qui semble plus important du fait de la pathologie du tissu conjonctif, des tissus qui sont plus souples.
Donc en conclusion, il semble que s'arrêter sur la vertèbre sagittalement stable soit une bonne option dans un secteur lordotique, que la correction de maximum 50% semble pouvoir prévenir des syndromes jonctionnels, donc essentiellement les PGK pour l'instant dans la littérature. La stratégie chirurgicale, au niveau de la stratégie chirurgicale, il semble que l'approche postérieure seule, donc au niveau toujours des syphoses thoraciques, semble être de bonne pratique sur ces dernières années, notamment au niveau des formations souples. Il serait intéressant d'effectuer, donc un peu en ouverture, des analyses sur des sujets porteurs de syphose thoraco-lombaire ou lombaire à l'avenir. Donc juste pour revenir rapidement sur les deux cas cliniques, après la revue de littérature, juste pour critiquer, on pourrait se poser la question que le choix ici de la vertèbre L4 soit encore en région de syphose, sous un disque en syphose. Donc peut-être dans un premier temps, il aurait fallu s'arrêter directement à L5. Attends un petit peu. Qui aurait fait L4 sur ce patient? Qui aurait fait L5 d'emblée? Et qui aurait fait... Lui, il n'y a aucun tassement vertébral. Hein. Il n'y a aucun tassement qui est apparu dans les deux cas. Hein. Non, mais quand tu mets un TELIF, tu protèges ta vis du bas. Si tu mets un TELIF, tu mets un ou deux TELIF en bas et tu mets des crochets décalés sous la mer et tu as une protection de ton montage et tu gardes tes deux disques mobiles en bas. Donc c'est quand même préférable d'avoir deux disques mobiles. Quand on laisse qu'un seul disque mobile, il a une durée de vie d'une quinzaine d'années à peine. Oui, surtout que c'est deux patients jeunes. Ouais. Ouais. Qui aurait fait donc un montage combiné d'emblée pour protéger la fusion distale? Pardon? Soit avec un TILIF, soit avec un ALIF. Mais... Qui aurait rajouté des crochets pour protéger l'implant distal? Juste pour vous dire que nous avons déjà publié sur le crochet distal dans les syphoses et on a démontré, la publication est sortie il y a 2 ans, que ça protège contre les DJK. Ouais. Donc, on a déjà fait des papiers dessus. Et vous avez... Bien évidemment, on ne prendra pas le L5 ici. La L5, ce n'est pas une bonne vertèbre chez les jeunes. Chez les jeunes, c'était le choix initial aussi. Ouais. Et vous avez beaucoup de syphoses lombaires dans la série? En fait, c'était dans le cadre de maladie de Scheuermann, ouais. Les syphoses post-traumatiques, il y avait quelques-unes qui étaient en lombaire. Mais c'était toutes des syphoses traitées soit avec, soit sans ostéotomie transpédiculaire. Et on regardait uniquement les DJK avec ou sans crochet sous la mer décalée. Et la différence était nette. Parce que là, nous, le constat de ces deux cas, c'est qu'il y a très peu d'articles sur le traitement des syphoses lombaires pures. Et ça pourrait être une idée d'étude aussi à faire en commun. Et il y en a encore moins avec un LR dans l'os. Et avec un LR dans l'os. Parce que pour en avoir opéré 3, c'est quand même des mains. Tu sais, Brieux, dans le dossier? Ouais, qu'est-ce que c'était comme LR dans l'os? Parce que LR dans l'os, entre un LR dans l'os hypermobile ou un vasculaire ou un cutané, ça n'a rien à voir. Enfin, honnêtement, je ne sais pas. Non, lui, il n'avait pas de vasculaire. Non. Parce que nous, on a eu un autre patient qui avait le vasculaire. Lui, je crois que c'était cutané et une grande laxité à l'examen clinique. Juste un commentaire. Le diamètre des vis, c'était combien? Parce que j'ai l'impression que j'étais un peu fine. C'était 5,5 minimum. On ne met jamais en dessous en lombaire dans le service. Et pour Monsieur J, qui aurait fait autrement d'emblée? Dossier peut-être plus critiquable. Parce que c'est vrai qu'en L4, elle s'arrêtait quand même sur la syphose. Je ne sais pas si vous seriez descendu en L5. Non. Bah, c'est un jeune, c'est pareil. Ouais. Là, pareil, il faut mettre un support devant, mais avec un TILIF, on peut y arriver à le relordoser sur la dernière. Il est quand même... mais il n'a que 15 ans. Très syphotique, ouais.
Après, quand c'est des patients qui n'ont pas de maladie du tissu conjonctif, on peut faire aussi le décage latéral en premier au niveau de la syphose. Ça stabilise un petit peu le L3, L4 et le L2, L3. Et ça permet d'avoir une bonne base, quitte à rajouter derrière des ostéotomies de pontée, de comprimer un peu dessus, mais au moins on a une bonne base. Enfin, moi, ce que j'aurais peut-être Oui, fait. tous ils ont eu des ostéotomies des deux articulaires. Oui, par contre, le Marfan ou les Danos, enfin moi j'ai fait ça une fois où j'ai une plaie de veine, enfin c'est catastrophique. Merci Brieux. On va passer au dernier dossier de cette session avec Samuel Georges Necker. Bonjour à tous. Donc, j'ai présenté un cas de complication dans la chirurgie de scoliose dans les osteogenèses imparfaites. Donc, je vais vous présenter le cas d'une patiente âgée de 14 ans, connue pour une ostéogenèse imparfaite de type 3. Il s'agit d'une forme sévère et qui est responsable d'une fragilité osseuse importante et avec des atteintes squelettiques multiples. Elle a été opérée, multi-opérée au niveau des fémurs et des tibias. Elle présentait une déformation scoliotique évolutive avec une courbure thoracolombaire très importante et une syphose hyperrotatoire associée, avec un mécanisme sous-jacent hyperlordotique au niveau du segment thoracique. Elle a été opérée il y a quelques années d'une arthrodèse occipito-cervicale réalisée sans instrumentation pour son impression basilaire. Sur le scanner, notamment les coupes axiales, vous pouvez voir que le rachis est quasiment horizontal alors qu'il devrait normalement être vertical. C'est dans la région de l'hypersyphose rotatoire. Et au niveau du rachis lombosacré, on observait une syphose plastique du sacrum, chose qu'on observe souvent dans les cas des ostéogenèses sévères. Et on peut aussi observer une ptose du rachis lombaire qui commençait à s'engager dans le petit bassin. La radiographie en traction réalisée à l'époque montrait une réductibilité très limitée de la scoliose. Et je vous fais également remarquer l'aspect dystrophique des cols fémoraux. Donc c'est des cols qui sont longs plutôt que larges et qui contribuent à la déformation pelvienne, qui joue un rôle important dans cette déformation scoliotique. Donc, on a fait une correction fusion avec une instrumentation qui allait du T4 jusqu'au sacrum. Et petit à petit, la patiente s'est déséquilibrée. Elle commence à être gênée sur le plan respiratoire. N'oublions pas quand même qu'on les opère non seulement pour le plan fonctionnel, mais aussi pour améliorer leur capacité vitale. Et sur la radio, à 3 ans, on voit clairement le déséquilibre qui s'installe, avec une gêne importante en position assise, notamment qui est liée à la fermeture iliocostale droite, et une gîte du tronc avec une majoration de la lordose thoracique compensatrice. Et vous remarquez aussi une disparition progressive quand même de son squelette rachidien. Bon, au vu de la demande de la patiente et des éléments que je viens de vous présenter, nous avons pris la décision de la reprendre chirurgicalement. Bon, la vraie question était comment procéder chez cette patiente qui n'a aucun déficit neurologique. Elle a une qualité osseuse effondrée, sachant que nos patients sont vus à l'Institut Imagine et ils sont traités par des biphosphonates avec des cures régulières. Donc, elle a eu tout son traitement. Elle a une qualité quand même effondrée osseuse, des vertèbres presque qui n'existent plus. Et comme vous le voyez d'ailleurs sur ce scanner que j'ai choisi de vous montrer pour apprécier un peu la qualité de ces vertèbres. Donc, dans un premier temps, nous avons procédé à la section des tiges chirurgicalement, puis à la mise d'un halo crânien afin de réaliser une traction pendant 6 semaines.
Il faut bien sûr prendre beaucoup de précautions lors de cette traction, compte tenu de son antécédent d'arthrodèse occipito-cervicale, comme je vous les ai déjà expliqué au départ. Et ben, le choix des vis pédiculaires dans ce cas-là nous paraissait difficile à retenir vu la qualité osseuse et l'architecture de son rachis. Malgré, comme je vous ai dit, le traitement de biphosphonate qui avait été instauré. Nous avons donc choisi de nous ancrer au niveau du bassin et d'étendre le montage jusqu'au rachis cervical en épargnant les 2 niveaux qui n'ont pas été arthrodésés préalablement. Cette stratégie nous a permis de rééquilibrer le tronc et le profil autant qu'on peut, tout en nous connectant au montage inférieur par des dominos et en réalisant une distraction du côté concave. Bien sûr, on a décortiqué et dans ces cas-là, on utilise des allogreffes des têtes fémorales issues de banques. Et là, on a un recul d'un peu moins d'un mois. Bon, le contrôle radiologique montre un rachis qui est globalement équilibré. Elle a fait un des crochets qui s'est reculé, mais l'autre qui tient toujours. Et j'ai oublié de vous dire que ces patients-là, on les met en corset pendant 6 mois. Et donc, elle est sur le plan respiratoire beaucoup mieux. L'angle iliocostal est ouvert, elle est plus confortable et elle n'est plus douloureuse au niveau de son rachis cervical. Et comme vous le voyez, on a essayé un peu de diminuer la lordose thoracique et qui tient pour le moment. Bon, quelles sont les leçons peut-être à retenir modestement, lorsqu'on prend en charge une déformation rachidienne dans le cadre d'une ostéogenèse imparfaite sévère, on est confronté quand même à plusieurs contraintes majeures. La fonction respiratoire qui est très altérée, donc des conditions opératoires qui sont contraignantes, une qualité osseuse extrêmement fragile. Il y a des patients, même avec beaucoup de traitements, ne répondent pas comme il faut. Une lordose thoracique importante, compensatrice, et surtout quand on a une ptose du rachis lombaire qu'on remarque souvent dans les cas de dystrophie des cols fémorales et des protrusions acétabulaires qui font que tout le bassin est déformé, et ben, on a cette ptose rachidienne. Et donc, dans ce contexte-là, moi je pense qu'il faut essentiellement trouver des moyens fiables d'ancrage au niveau du bassin, ponter la région thoracique lordotique et de privilégier un montage peu dense en implant, car je pense dans ces pathologies-là, la densité excessive va favoriser une résorption osseuse de la colonne vertébrale. Et comme vous l'avez remarqué d'ailleurs chez cette patiente, bien qu'elle soit sous traitement par biphosphonate, et il ne faut pas surtout oublier l'intérêt des crochets qui sont des moyens plus traditionnels, mais qui gardent, à mon sens, toute leur place dans ce type d'indication. Et enfin, l'objectif principal, c'est de ne pas corriger toute la déformation, mais restaurer un équilibre global et en prenant soin surtout de préparer la chirurgie par un halo. Est-ce que... Il y a du temps pour des questions, des remarques sur ce genre de pathologie peu fréquente, mais qui apporte beaucoup de discussions. Thierry, tu as un commentaire ou une idée? Oui. Ouais, j'ai pris le micro de... Juste une petite question, Samuel. Est-ce que tu as l'expérience des liens sous la mer dans ce genre de patient-là? Est-ce que ça s'arrache moins que le crochet, par exemple? Vous avez essayé? Si tu as remarqué, là, on avait essayé la première fois les liens. On a essayé quand même de ne pas instrumenter la région. En tout cas, c'est difficile de l'instrumenter, la région de la convexité. Et même avec les liens, au fait, quand les liens, que ce soit les liens de jazz ou les fils de Luque, enfin, c'est quand tu serres, ça arrache le crochet et la lame. Bon, donc c'est un peu...
Quand on met des liens chez ces patients, alors c'est des chirurgies compliquées et en plus c'est des malades très fragiles. Il faut faire le plus simple possible, je pense. Par contre, il y a un truc qui est pas mal quand on met des liens, c'est qu'il faut laisser le ligament jaune au maximum, parce Exactement. que ça tient autant que l'os. Ça, c'est très important. Et en plus, ce qu'on peut faire aussi, c'est on passe sous la lame et après on fait un retour sur la transverse. Et là, ça te fait un truc assez costaud. En fait, parce que nous, on a l'habitude de mettre les liens transversaires pour les scolios de jusqu'à 50 degrés, 50-60 degrés souples, ça marche très bien. Mais si tu fais ça, tu passes sous la lame et tu fais une espèce de 8 et tu repasses sous la transverse. Et là, c'est un peu de tenue. L'élément du processus transverse peut-être. Mais enfin, tu sais Thierry, avec tout peut s'arracher avec ces... Même sans le pistolet. Exactement. On les serre à la main, quasiment. On les serre à la main et même les fils de Louquet, on les serre à la main et même avec ça, parfois... Est-ce que vous les mettez en corset, en post-op Des cas comme ça, moi, ça fait très longtemps que il n'y en a quand même plus beaucoup, des cas comme ça. Enfin, Thierry, si je te raconte, enfin, on opère quelques-unes. Et alors, pour favoriser la fusion, il y a eu plusieurs papiers dans les 5 dernières années où les gens, puisque vous les mettez en corset, en post-op, ajoutent de la BMP pour essayer d'augmenter la quantité osseuse, et tous les papiers ont montré que c'était efficace. Sur les OI ? Oui. Je peux, un commentaire. Bravo pour la correction. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux et c'est très bien. Juste, j'aurais probablement mis un peu plus de crochets. Les crochets sont très bien. S'il y en a déjà un qui s'est arraché, est-ce que, a posteriori, vous auriez pu peut-être en mettre 6 ou 7, ou même dans la zone déjà opérée ? C'est ça. Dans cette zone-là, qui a été déjà instrumentée, la qualité osseuse, quand on a enlevé les crochets, enfin, il y avait il fallait que je vous montre le scanner en détail, mais il y avait les lames qui étaient déjà cassées. Et au niveau des liens qui ont été mis, on voit qu'il y a comme un cal osseux, c'est-à-dire il y a eu à un moment donné un arrachage. Et c'est pour ça toute la région thoracique, on n'a pas pu l'instrumenter. On aurait aimé mettre quelques crochets au niveau de la convexité thoracolombaire, mais c'était impossible. Et après, il y a les équipes américaines qui parlent de cimentoplastie, mais je pense que c'est dérisoire dans ces cas-là. Probablement que la densité du ciment ne serait pas compatible avec le reste de la structure osseuse, quoi. Oui. Merci beaucoup, Samuel. Merci. Très intéressant. Ça va clore la session RMM de cette journée.